tout de suite. Merci Amandine et merci Damien d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On a pas mal échangé ensemble, Damien, ces dernières semaines pour cadrer un petit peu le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Avant de commencer, et puis pour pas non plus dénaturer votre parcours, ça pourrait être intéressant qu'on vous connaisse un petit peu plus, sachant que l'objectif de la discussion aujourd'hui, ça va être de savoir comment accompagner des startups d'État, voilà, ce pôle d'incubation de beta.gouv, dont vous faites toutes les deux parties et qui vont alimenter nos sujets de discussion aujourd'hui. Donc, avant de commencer dans tout ça, je vais vous laisser, peut-être Amandine, si tu veux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais. Bien sûr, merci de cette invitation et de nous donner l'opportunité d'expliquer un peu ce qu'on fait à Betagouv en termes de design. Je travaille à Betagouv depuis, je crois, 2 ans et demi maintenant. J'ai traversé différents projets et en ce moment, je fais partie de l'équipe transverse, dont j'aurai l'occasion de parler ensuite probablement. Mais voilà, je suis designer transverse au sein de Betagouv. Et auparavant, je travaillais dans une agence privée, toujours à des postes de design. Très bien, merci pour l'explication. Et toi, Damien, tu peux nous dire un peu d'où tu viens et ce que tu fais? Yes, d'abord merci pour l'invitation. C'est toujours cool de pouvoir un peu échanger et une manière un peu ouverte, prendre des questions sur ce qu'on fait et présenter un petit peu un mode de fonctionnement. Donc moi, je m'appelle Damien Dufour, j'ai 36 ans. Pour le coup, j'ai un double profil. Je suis à la fois entrepreneur, pour le coup aujourd'hui associé dans un cabinet de conseil. Ça fait quelques années que je navigue dans la sphère startup avec une appétence produit assez marquée. Et maintenant, depuis quelques 3 années, je suis coach. On reviendra un petit peu sur ce rôle-là au sein de la communauté, au sein du réseau des incubateurs publics Betagouv. Ok, d'accord. C'est plutôt clair d'avoir vos positionnements. Donc, Damien, d'un côté, on peut résumer ça à coach et Amandine, designer. Ce qui fait un peu la particularité, c'est par là où on va commencer à discuter ensemble, c'est des projets sur lesquels vous accompagnez ces personnes et aussi les caractéristiques de ces personnes. Alors, juste avant de poser cette question-là, n'oubliez pas, donc, pour tous ceux qui nous écoutent, Zoom maintenant a fait le fameux main levée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser une question. Je crois que c'est tout en bas à côté des réactions pour lever la main, ce qui nous permettra de vous voir et de vous entendre. Donc, n'hésitez pas à faire ça ou poser des questions dans le chat. Donc, du coup, ouais, Damien, Amandine, est-ce que vous pouvez nous caractériser un petit peu plus ces projets donc, d'intrapreneurs de l'État? C'est bien ça? Peut-être Alors, qu'on peut commencer par présenter un petit peu Betagouv. Je ne sais pas, Damien, si tu as Mhm. envie de te plier à cet exercice. Toujours un peu périlleux. yes, carrément. Non, non. Pour le coup, je vais essayer d'être concis. Au niveau de Betagouv, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les administrations publiques à construire des produits, des services numériques qui sont simples à utiliser et qui tendent à répondre vraiment aux besoins des gens. Donc, nous, on a des usagers plus spécifiquement, donc des citoyens. Voilà. Et pour y arriver, globalement, maintenant, depuis quelques années, depuis 2013, on s'est largement inspiré, quand je dis on, c'est l'administration, s'est largement inspiré des méthodes qui existent au sein des startups privées pour lancer des nouveaux produits ou des nouveaux services avec une composante numérique assez forte au sein d'un programme d'intrapreneuriat public. Donc on viendra après potentiellement sur la définition qu'on met derrière l'intrapreneuriat et les spécificités que peuvent avoir l'intrapreneuriat dans la sphère publique. Mais voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est Betagouv. Ok. Je ne sais pas si cette partie-là est à peu près claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. L'idée, c'est que ça soit un peu interactif. Sinon, on va un peu s'ennuyer si on est que deux à parler. Donc, les types de projets qu'on accompagne aujourd'hui. Moi, j'aime bien repartir du point de départ un peu et de se dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Et en fait, l'idée de départ, c'est de se dire qu'au niveau de l'État,
Mais c'est une composante commune qu'on retrouve aussi à plein d'endroits et aussi dans le privé. On n'a pas le monopole de cette difficulté-là, mais il y a une forme d'incapacité à coller systématiquement, fondamentalement, aux besoins des usagers à l'ère du numérique. Donc, on a un certain nombre d'exemples historiques hérités de nos modes de fonctionnement d'avant le numérique qui ont donné naissance à des échecs ou des constructions qui ont peu ou pas abouti. À ce titre-là, on a quelques exemples majeurs au sein de l'administration dont on ne se félicite pas forcément systématiquement, mais qui sont des grands projets nationaux qui sont pensés par le plan, dans lesquels on se retrouve dans des configurations où on n'arrive pas forcément tout le temps à la fois à répondre concrètement aux besoins des citoyens en termes de produits ou de services développés. Et même dans certaines configurations, on a quelques exemples funestes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, comme le projet Sirène, qui était le système d'information de l'éducation nationale, ou le projet Louvois sur le système de paye de l'armée, donc qui sont des projets qu'on a du mal à sortir. Parce que trop gros, parce que pensé un peu historiquement par le plan. Et donc l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ces écueils-là et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc par rapport à ça, comme je le disais tout à l'heure, on s'est dit qu'on pouvait imaginer d'autres modes de fonctionnement. En partant un peu plus du terrain, en construisant des équipes dédiées, autonomes, dans une logique d'intrapreneuriat, et en faisant un peu un pas de côté par rapport au mode de fonctionnement et de construction traditionnelle des projets dans, on va dire de manière générale, les grandes organisations. Donc, concrètement, on accompagne des projets publics avec des agents publics principalement, qui sont des intrapreneurs et qui ont pour vocation à favoriser un impact social, environnemental ou économique en lien avec une politique publique particulière d'une ou plusieurs administrations. Pour essayer de rendre ça un peu concret, je peux vous donner quelques exemples. Donc, on appelle ces équipes-là des startups d'État ou des startups de territoire. Donc, soyez pas surpris de ce terme-là. Et on a une startup d'État, typiquement, qui s'appelle Diagoriante et qui vise à accompagner les jeunes dans les dispositifs d'insertion, d'accompagnement tels que les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les EPID, à reprendre confiance en eux au travers d'un bilan de compétences gamifié, à identifier au travers des expériences personnelles et professionnelles qu'ils ont racontées leurs compétences transversales, compétences techniques dans une certaine mesure, et par extension, au regard de ce bilan-là, à identifier des pistes métiers dans une logique d'ouverture pour lesquelles ils seraient susceptibles de projeter un projet d'orientation. Et aussi, par extension, de faire des immersions professionnelles et d'aller découvrir ces métiers-là. Donc là, c'est une équipe qui a démarré maintenant il y a 3 ans. Ils ont commencé, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils sont un peu plus d'une vingtaine à travailler sur ce sujet-là. On a commencé par voir quelques jeunes au sein de missions locales autour de Lille. Et aujourd'hui, on voit plusieurs milliers de jeunes qui passent dans des sessions d'accompagnement tous les mois et pour le coup qui sont repoussés vers des projets d'orientation sous forme d'immersion professionnelle. Donc voilà un exemple concret de ce qu'on fait en termes d'équipe. On a des exemples qui s'adressent plutôt au monde de l'entreprise. On a des exemples qui s'adressent dans certaines configurations directement aux agents publics pour les aider à travailler sur leur mission. Et puis après, on a de manière un peu plus large aussi des projets qui visent à travailler sur l'ouverture et la redistribution des données en France, telles que la plateforme transport.data.gouv ou plus largement l'ensemble de la démarche open data de l'État français et des collectivités territoriales qui est remise finalement au pot au travers d'une démarche qui est proche de nous. Ok, c'est très, très intéressant de voir un peu l'envergure de ce que vous avez et puis de commencer par les échecs et avoir conscience aussi de ces échecs. C'est quelque chose d'important qui fait partie de la méthode, de la philosophie du design, hein. On apprend énormément de nos erreurs je trouve ça très intéressant que tu commences par là parce que ça casse un peu aussi tout ce qu'on peut penser. Benjamin, tu avais une question, je te laisse prendre la parole.
Oui, c'était juste si Damien pouvait rappeler le nom de cette startup qui travaille sur la réinsertion. La réinsertion. Alors, ce n'est pas vraiment un sujet spécifique à la réinsertion, mais c'est vraiment tout l'accompagnement d'une forme de bilan de compétences et d'une analyse vers des projets d'orientation. Et la startup s'appelle Diagoriente. Ok. Je pourrais le remettre dans le chat au besoin. Ouais, avec plaisir. Et toutes les startups sont listées sur le site de Betagouv, par ailleurs. D'accord. Alors, il y a une question que tu as un tout petit peu commencé à répondre et je voudrais juste avoir un peu d'éclaircissement parce que quand on parle de start-up, dans nos têtes, on a quand même le côté incubation, des gens qui ont vraiment qui recherchent différents corps de métier qui pourront s'additionner. Comment ça se passe au niveau d'une structure aussi grosse qu'on pourrait imaginer être Beta.gouv? Est-ce que c'est ton rôle, par exemple, toi Damien, en tant que coach, d'aller recueillir les besoins de compétences et d'aller chercher, piocher les personnes qui pourront compléter ça? Ou est-ce que c'est une vie interne à la startup en elle-même et donc là, on se rattache pas mal à ce que peut être un incubateur classique, privé? Voilà. Alors, dans la logique de fonctionnement, on tend vers un fonctionnement qui est proche de ce qu'on peut retrouver dans un incubateur privé. L'idée, c'est de dire qu'on a des équipes qu'on appelle des startups d'État ou des startups de territoire qui sont dédiées pour travailler sur un problème, généralement, ou pour avancer sur la résolution d'un problème au travers de la création d'un service numérique, qui sont autant que possible autonomes dans leur prise de décision, dans les contacts qu'ils peuvent avoir avec leurs usagers. On parle d'usagers pour le coup plus dans le service public que d'utilisateurs, mais voilà, vous pouvez faire ce parallèle-là par rapport à ce que certains d'entre vous peuvent avoir l'habitude de concevoir, et qui avancent dans une logique de construction itérative avec des cycles de 3 à 6 mois sur lesquels, en fin de période, on prend le temps, dans une logique de comité d'investissement, de se retourner vers les administrations financeuses en exposant l'impact, les résultats, les perspectives que peut avoir l'équipe au regard des travaux réalisés et potentiellement des projections. Et on prend la décision de se dire est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Donc on est vraiment, et aujourd'hui dans ce schéma-là, il y a un peu plus d'une centaine d'équipes qui ont été accompagnées depuis le démarrage, et une communauté. Donc ce qu'on appelle la communauté, c'est l'ensemble des membres des équipes ou en transverse qui travaillent à accompagner ces constructions de start-up et aussi à accompagner plus largement la structuration de ces constructions-là au cœur des incubateurs. Il y a environ 600 personnes. Au travers de ces personnes-là, on a à la fois des agents publics qui sont généralement des intrapreneurs, qui sont l'équivalent d'entrepreneurs, mais au sein de leur administration. Donc, ils vont jouer assez souvent un rôle d'expert métier ou de product manager, product owner dans une certaine mesure, ou qui peuvent être sur d'autres rôles spécifiques en fonction de leurs compétences. On a souvent, même quasiment systématiquement, des designers, designeuses qui sont là pour accompagner la construction des produits et services et pour outiller, Amandine t'en parlera beaucoup mieux que moi, toute la partie recherche utilisateur et conception. Des personnes qui sont en charge du déploiement, donc des chargés de déploiement, qu'on pourrait assimiler à des business développeurs ou business développeuses, des développeurs et développeuses informatiques. Parfois, dans certaines configurations, des product managers, des product owners, et puis des personnes, pour le coup, comme moi, qui sommes coachs et qui sont là pour accompagner dans une logique un petit peu au démarrage d'entrepreneurs associés, puis au fur et à mesure d'accompagnement plutôt distant pour permettre aux équipes de s'autonomiser. Donc voilà en structure un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. On privilégie principalement l'autonomie des équipes dans leur réalisation. Mmh. Ok, d'accord, avec pas mal de forces en présence qui vont pouvoir les aider. Enfin, je complète un petit peu avec la question que Nathalie vient de nous poser, qui se demandait si Beta.gouv a pour finalité de travailler sur des projets beaucoup plus gros, et tu parlais tout à l'heure de Louvois, par exemple, qui
que je ne connaissais pas particulièrement, mais qui est du coup, si j'ai bien compris, le moyen de rémunération des soldats de l'armée, enfin de l'armée, quelque chose comme ça. Enfin, est-ce que au-delà, encore une fois, de projets qui peuvent être assez réduits, il y a un enjeu derrière sur des projets un peu plus gros que vous pourriez prendre en main? Parce que c'est vraiment deux choses très différentes, finalement. C'est pas des choses très différentes. On a des projets on a des produits qui sont des gros produits qui sont maintenant diffusés sur le territoire national et qui sont devenus des services publics qui sont utilisés tous les jours. Mhm. Simplement, le point de départ sera le même, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer petit Mhm. pour ne pas prendre de risques, pour ne pas engager des frais considérables alors qu'on n'a pas l'impact ou qu'on n'a pas encore de preuve d'impact. Donc on commence petit. Après, nous, on a, je crois, pour tous les produits, de l'ambition et l'ambition que ça devienne de gros produits. Voilà. Ouais. Ouais, pour au final appliquer plus votre méthode, alors que reprendre un sujet qui traîne peut-être dans les cartons depuis des années et des années, qui a grossi, c'est quelque chose un peu risqué potentiellement. Tout à fait, effectivement. Nous, on milite pour Mm. que les administrations viennent nous voir dès le Mm. départ, plutôt que de construire des projets immenses. Euh, Ouais. et ouais. Mais en tout cas, on commence toujours de la même façon, même si vous aurez compris qu'il n'y a pas de dogme et que rien n'est fixe dans la façon dont on travaille et qu'on s'adapte toujours au projet. Mhm. Mais on commence toujours par réinterroger le problème, comme dans n'importe quelle démarche de design centré utilisateur. Mm. Et puis avancer petit à petit avec, je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais sinon je le redis, avec des comités de réinvestissement tous les 6 mois. Donc Mhm. voilà, on fait toujours le point euh, dans les constructions du produit. Ouais. Génialement, on va revenir sur ça et sur l'implication que tu peux avoir toi aussi à ton niveau sur les projets. Juste avant, on va écouter Marie-France qui veut vous poser une question. Oui, merci. J'ai peut-être mal compris, mais en fait, je me demandais donc, est-ce que donc, les projets, vous suivez des startups, mais est-ce que c'est des demandes de l'État directement? Même est-ce que Betagouv a été créé par l'État ou alors ça n'a rien à voir? Bien sûr, on fait partie de Oui, l'administration voilà. publique. Ouais. Ok. Donc on fait partie de l'administration. En l'occurrence, on est rattaché au service du Premier ministre, puisqu'on est Ok. interministériel. Enfin, le réseau Betagouv est interministériel, c'est-à-dire qu'il sert tous les ministères. Puis après, on a des incubateurs dans différents ministères ou agences de l'État, comme Pôle emploi, ou des structures différentes. Mais donc, on est dans cet environnement-là public. Et la façon dont nous parviennent les projets peut être un peu différente. Ça peut être soit un agent public qui, au quotidien, voit quelque chose qui ne marche pas. Il le voit tous les jours depuis 10 ans et il n'en peut plus et il veut le résoudre. Et du coup, il va venir vers nous avec le soutien de son administration et on va créer un projet pour voir si ce problème-là, on peut le résoudre de façon numérique ou pas. Si oui, on va le faire. Sinon, ben, on ne va pas le faire parce que ça ne sert à rien. Et enfin, notre approche, c'est vraiment une approche de frugalité et de faire des choses qui ont un impact. Et par ailleurs, il y a effectivement des projets qui nous viennent de commandes politiques, qui viennent appuyer, je ne sais pas, un décret de simplification, par exemple. Je pense au Dites-le nous une fois, qui est un décret qui demande à l'administration de ne pas redemander 15 000 fois aux citoyens des papiers qu'elle a déjà pour savoir combien elle doit payer la crèche, par exemple, pour ses enfants. Ce genre de choses-là, on vient accompagner une politique publique et créer un service qui va faciliter cette démarche-là. Donc, il y a différents moyens de commencer un projet, mais ça peut être effectivement une commande politique. Ok, merci. Merci Marie-France. Et bah, du coup, Amandine, est-ce qu'on pourrait en comprendre un peu plus sur ton métier? Parce que donc, tu fais de l'UX design, Ouais. tu as en face de toi toute une promo de UX designer qui d'ici 2-3 mois vont sortir junior. Et donc, bah, comment on en arrive déjà à avoir un poste dans beta.gouv et quelle est la spécificité de ton métier? Parce que c'est, enfin, ça donne quand même assez envie de jongler sur plein de projets comme ça qui ont un vrai sens, sachant que il y a une énorme quête de sens envers beaucoup d'étudiants qu'on a pu accompagner. Et donc, bon, voilà, c'est un sens particulier que vous donnez à votre travail, mais
qui est très intéressant d'être là. Et donc voilà, comment tu en es arrivé là et puis comment s'opère la réalité de ton métier. Euh, Comment j'en suis arrivée là? Je pense que je suis arrivée à Betagouv parce que je travaillais déjà sur des projets qui étaient des projets de recherche et développement dans l'agence dans laquelle j'étais avant et sur lesquels on était subventionnés par des fonds publics. Du coup, cet aspect-là m'intéressait et j'avais envie d'aller voir vraiment que dans le public, c'est-à-dire avec en tout cas des contraintes de modèles économiques très différents, puisqu'on ne vend rien là où on est, ce qui change quand même des choses de façon assez fondamentale au quotidien pour du design. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que moi, ça m'intéressait d'entrer. Je suis rentrée dans un produit au départ, donc j'ai tout simplement répondu à une offre d'emploi. On a plein d'offres très régulièrement sur le site de Betagouv, n'hésitez pas à aller voir. J'y suis entrée et puis, je suis devenue designer transverse. Alors, je vais peut-être parler un tout petit peu de ça parce que c'est un petit peu spécifique et c'est intéressant. On a une communauté qui est vraiment une communauté tech. Il y a une prépondérance des profils de développement aussi, puisque de fait, on construit des services. Donc, voilà, on a plein de développeurs. Parfois, c'est même plus rapide de coder un site que de faire de la maquette parce qu'on a plus de ressources en dev que de ressources en design, que c'est plus rapide parce qu'on a des super devs plus. Donc voilà, donc on s'est dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le design prenne un peu plus de place dans cette communauté, qu'on amène un peu plus de compétences sur ça, même si, vous avez compris, mais la démarche de Betagouv, par définition, c'est une démarche centrée utilisateur, puisque l'enjeu, c'est que l'agent qui vient, il aille le plus rapidement possible au contact du terrain, interviewer des gens. Donc, par définition, on est centré utilisateur. Après, pour monter plus en compétence sur ces sujets-là et faire venir plus de profils de designers, Florian, qui dirige l'incubateur en ce moment, s'est dit que c'était probablement une bonne idée de créer une équipe de designers transverses, c'est-à-dire une équipe un peu volante, qui est là pour venir ponctuellement appuyer des équipes qui n'auraient pas de designer, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas de designer, il y a de rares équipes où il y en a plusieurs, et c'est vraiment très rare. Mais c'est plutôt elles n'en ont pas ou elles en ont de façon périodique. Enfin, voilà, en tout cas, ce n'est pas un cas général. Donc, cette équipe de designers transverses, en ce moment, on est 6 à être à mi-temps sur ce rôle-là, avec des compétences un peu différentes. On a chacun des expertises un peu différentes et on vient voilà, intervenir à court ou moyen terme au sein d'équipes sur des périmètres qu'on va choisir avec eux. Et puis, on vient de façon générale documenter des process et des recrutements, vraiment montrer ce que peut faire le design au sein des équipes pour qu'elles s'approprient, soit qu'elles s'approprient elles-mêmes ces méthodes et qu'elles les utilisent sans nous, soit qu'elles aient envie peut-être de recruter un designer au sein de leur équipe. Et on est passé, je crois, de quelques designers à 60. En ce moment, on est 60 sur une communauté de 600 personnes. Oui, c'est énorme, 10%, c'est impressionnant. Et c'est là où le parallèle commence à se faire. Enfin, Quentin, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir. C'était justement effectivement très intéressant. Et en fait, si j'ai bien compris, du coup, la plupart des entrepreneurs des startups d'État, c'est de l'intrapreneuriat dans l'administration publique. Donc, j'imagine des personnes qui ont un profil très éloigné du design à la base. Et d'où, du coup, le rôle clé de les accompagner et peut-être de les aider à convaincre, en tout cas, au sein eux-mêmes de leurs propres commanditaires. Et ma question, c'était justement celle-là. Pour être plus précis, les commanditaires, enfin, disons les investisseurs, entre guillemets, à qui les directions de ces startups doivent-ils rendre des comptes au final? Qu'il faut convaincre pour eux? Damien, tu veux répondre? On a une logique de redevabilité publique et pour le coup un devoir de coopération ouverte dans nos modes de fonctionnement. Donc les premières personnes auprès de qui les équipes sont redevables, c'est les citoyens.
C'est au travers de la publication de ce qui est fait, d'une logique open source, d'une logique de statistique au travers de l'impact, d'un budget ouvert. Donc globalement, expliquer comment, pourquoi et où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement des ambitions qu'on s'était fixées sur ce projet-là. C'est le premier point. Ensuite vient la question des politiques publiques qui sont adressées au travers de la solution qui est mise en œuvre. Et donc là, ces politiques publiques appartiennent à une ou plusieurs administrations, en centrale ou au sein des territoires, et qui sont très généralement les administrations qui financent les dispositifs, qui mettent à disposition des agents publics pour travailler sur ces sujets-là et qui, par extension aussi, permettent de financer, de recruter des équipes pour faire avancer ces projets. Donc ça va dépendre des configurations, mais typiquement, si je vous prends des sujets autour du transport, ça va être côté transport, des sujets autour de la santé, ça sera côté santé. Les sujets d'orientation professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure tombent au sein d'une administration qui s'appelle la DGEFP, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc ce sont ces administrations, et en particulier des sponsors au sein de ces administrations, qui sont consultés tous les 6 mois pour faire un bilan, un point d'étape et de savoir si on continue ou si on arrête. Mais les premières personnes redevables, ce sont avant tout les équipes, et c'est elles qui défendent à la fois leurs résultats et leurs perspectives dans une logique très transparente et aussi raisonnable, dans le sens où on n'a pas vocation à faire perdurer des dispositifs juste pour les faire exister, mais la première préoccupation des équipes, c'est de s'assurer que ce qui est fait n'est pas juste quelque chose qui est utilisable, mais de s'assurer qu'on a un produit ou un service qui est utile, donc qui a un réel impact pour les usagers. Et on met au cœur de notre réflexion et de nos travaux cette question de la mesure d'impact dès le début et au fur et à mesure que les équipes grandissent. Peut-être juste en complément, la personne donc, qui est sponsor du projet signe une convention avec Betagouv au départ, et sur la notion de à qui on rend des comptes, en fait, entre le jour 1 et le comité d'investissement, on rend des comptes à personne et l'équipe est autonome, et l'agent ne va pas devoir montrer à son chef toutes les semaines ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment quelque chose de très important et qui, pour nous, fait la réussite des projets. C'est que l'équipe est maître de ses décisions et elle rend des comptes à la fin sur l'impact qu'elle a décidé d'atteindre, sur son objectif d'impact. Ouais, c'est extrêmement intéressant. On va revenir vraiment là-dessus par la suite pour avoir une vue un peu des méthodes d'innovation que vous utilisez. Et juste avant ça, on va répondre aux 2 questions. Celle de Marie-France qui nous dit que vu que les designers sont transverses, donc sur plusieurs projets, si j'ai bien compris, comment vous vous organisez pour travailler sur tous les projets? Est-ce que, Amandine, tu as Et du 5 coup, merci clients? de me permettre de préciser. Les designers transverses, c'est une initiative qui a été mise en place pour augmenter le nombre de designers au sein des projets. Donc, il y a 6 designers transverses, tous les autres font partie d'une équipe et donc sont sur une seule équipe, a priori. S'ils sont à plein temps, après ils sont indépendants, donc ils font comme ils veulent. Ils peuvent être sur plusieurs projets. Mais voilà, il y a cette initiative transverse qui accompagne la montée en compétences. Et par ailleurs, il y a des designers au sein des équipes. Et donc, je peux répondre pour moi. Effectivement, moi, on est à peu près entre 2 et 3 jours par semaine sur cette mission-là. Si on veut garder notre cerveau, on ne peut pas trop accompagner plus de 2-3 projets en même temps. Donc voilà, ça c'est le rythme. En tout cas, c'est ma limite personnelle. Au-delà de 3 projets, ça devient un peu schizophrène quand même. Et donc ton quotidien est pas à 100% sur beta.gouv? J'accompagne d'autres projets par ailleurs qui sont dans cette sphère publique, mais effectivement sur cette mission-là, on n'est pas à plein temps. D'accord. Ok. Et t'es contente d'être designer transverse? Tu trouves ça stimulant d'être... C'est extrêmement riche, effectivement, puisque comme on est quand même aujourd'hui une grosse communauté, ça permet d'avoir une vision un peu 360 qui est rare, parce que les équipes, elles savent ce qui se passe dans leur équipe, mais voilà, ça permet ce point de vue-là que Damien a aussi en accompagnant plusieurs projets. Voilà, c'est une position assez privilégiée. Ça permet aussi, évidemment, de pouvoir prendre du recul, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais d'aller chercher vers de l'optimisation de design et de la recherche utilisateur, notamment,
c'est des enjeux qu'on a dans cette équipe-là. Ouais, carrément, on va revenir là-dessus. Et juste, Nassim, avant d'entendre ta question, toi, Damien, de ton côté, c'est un accompagnement de combien de projets que tu as dans ton scope? Ça a été variable sur la période. Quand je suis rentré au sein de Betagouv, il y a maintenant 3 ans, je suis arrivé, je accompagnais un projet. En Mhm. l'occurrence, Diego Orion, dont je vous parlais tout à l'heure, que je continue d'accompagner aujourd'hui dans des modalités un peu différentes. À l'heure actuelle, je suis sur 4 équipes en parallèle, Mhm. plus quelques interventions en transverse au sein de la communauté. Et après, on a aussi une notion de phase. En l'occurrence, les équipes sont emmenées à passer par différentes phases au sein de leur évolution. Une première phase qui vise plutôt que nous on appelle investigation, qui vise plutôt à travailler sur les questions de recherche utilisateur, d'identification et de qualification de problématiques. Ensuite, une première phase dans une logique de construction, une fois qu'on a validé un certain nombre d'hypothèses sur les problèmes qu'on souhaite régler. Et puis au fur et à mesure de cette construction, une logique d'accélération et à terme, un objectif de consolidation, réintégration, pérennisation des dispositifs au Mhm. sein des administrations. C'est une de nos particularités aussi, et qui est une particularité de l'intrapreneuriat par rapport à l'entrepreneuriat. Hein. On ne fait pas exception à cette règle dans l'administration publique, qui est que la très grande majorité des équipes qui arriveront à développer un produit ou un service à impact national seront réintégrés au sein des administrations et portés par les services. Alors, on peut envisager une construction un peu ad hoc qui permet de faire atterrir euh, dans une organisation plus favorable finalement à une culture qui aurait émergé dans un contexte un petit peu différent. Mais l'idée étant quand même de travailler sur la réintégration de ces services-là au sein des administrations. Et pour vous donner quelques exemples, on a un certain nombre de services aujourd'hui qui ont été créés il y a maintenant quelques années dans cet esprit Betagouv Startup d'État, en particulier au sein de Pôle emploi, et qui aujourd'hui sont pleinement intégrés dans les services, dans les démarches, dans les procédures, dans les outils que vous pouvez, que les citoyens peuvent utiliser au quotidien, en l'occurrence en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, et de manière complètement transparente. Et vous discutez avec Pôle emploi et vous ne discutez pas avec Betagouv. Mhm. Ouais, c'est Voilà. un enjeu extrêmement différent et c'est vrai que cet accompagnement méthodologique va nous intéresser un petit peu. On va en reparler un tout petit peu après, mais on va peut-être écouter Nassim parce que tu as levé la main depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu voulais demander? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à l'analyse d'impact. Donc, vous avez évoqué le fait que pour valider un projet, il y avait une analyse et je voulais savoir comment vous procédez, quel est le rôle du designer. Et également, bon, je pense que vous allez développer après, mais aussi, est-ce que le designer est sur toutes les phases du projet et est-ce que les mêmes équipes travaillent sur un même projet ou vous vous répartissez en fait entre les différents projets au sein de l'équipe, quoi. Voilà. Euh, Sur la mesure d'impact, je te laisserai compléter après, Damien. Le designer, il ne participe pas nécessairement à ces éléments-là. Alors, ça dépend, mais je pense que si on regarde un peu de façon statistique, le designer, il arrive plutôt en phase de construction. C'est-à-dire quand on a euh, bien cerné le problème, qu'on a redéfini le problème à l'évidence, et puis que vraiment on sait qu'on part sur une construction, qu'on a plus de fonds de fait pour recruter une équipe et pour travailler. Sur la première phase qui s'appelle l'investigation chez nous, il y a généralement plutôt un agent et un coach. Alors parfois le coach est un designer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc ces éléments-là, comme ils sont vraiment en amont et en cadrage de projet, le designer ne va pas forcément participer. Après, encore une fois, ça dépend des projets. Quand c'est un gros projet qui est une commande politique où on a une équipe qui est un peu plus grosse dès le départ, euh, de fait, le designer, il va avoir envie de faire des ateliers de cadrage et il va participer à la vision de produit et à cet enjeu, à ces définitions de mesures d'impact. Mais sinon, c'est plutôt quelque chose qui fait partie des coachs. Et je ne sais pas, Damien, si tu as envie de parler de l'atelier de cauchemar à bêta, par exemple.
Oui, alors, moi, juste pour compléter un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, Amandine, hum, en fait, moi, je pense que dès la phase d'investigation, en travaillant principalement sur l'identification et la qualification de ce qu'on aime appeler un bon problème à régler, c'est-à-dire un problème qui est réel, qui vient du terrain, qui nous semble majeur en termes de souffrance pour les personnes qui sont confrontées et sur lequel on imagine pouvoir avoir des leviers d'action, on est déjà en train de parler de la mesure d'impact. Parce que mesurer votre impact, c'est être en capacité de faire le lien entre vos réalisations, les produits, les services qui sont créés et la réalisation concrète des problèmes pour les personnes qui en souffrent. Donc, être déjà en capacité d'identifier un problème concret sur lesquels vous êtes en capacité de mener des analyses quantitatives, voire qualitatives, et je vais y revenir juste après, c'est le début de votre réflexion sur la mesure d'impact. En l'occurrence, c'est là où commencent les équipes. Donc, on a tendance à ne pas le présenter comme ça, parce que justement, on a envie de démystifier un petit peu ce sujet qui peut paraître complexe, parce que quand on pense mesure d'impact ou évaluation de politique publique, hein, si on reprend les termes consacrés de manière plus large, on va tout de suite penser à des expérimentations contrôlées à grande échelle, avec des groupes témoins, dans une logique de randomisation, qui nous permettent d'avoir une approche qui, statistiquement, est robuste et nous permet à la fois de mesurer les externalités, enfin les impacts positifs et potentiellement les externalités négatives de notre démarche. En réalité, ça, assez peu d'équipes sont en capacité de le faire dans un premier temps et même dans un temps moyen, et ça s'adresse plutôt à des équipes qui sont dans une logique d'accélération ou de pérennisation, donc des dispositifs qui passent vraiment à l'échelle. Et donc, pour éviter justement de tomber dans cette complexité-là, le point de départ, c'est de dire à quel problème vous voulez répondre, comment est-ce qu'on le qualifie, et puis comment est-ce que vous vous assurez au fur et à mesure que vous avancez que vous avez des usagers en face de vous. Je reprends l'exemple de Diagonal que je vous parlais tout à l'heure. Finalement, là, le mois, combien est-ce que vous avez aidé de jeunes à reprendre confiance en eux, à identifier des compétences, à savoir se raconter en entretien, et par extension à décrocher une immersion, à découvrir un métier et à se projeter finalement dans un projet professionnel. Alors, il va y avoir des choses qui sont relativement court terme, et que vous allez pouvoir mesurer tout de suite, parce que concrètement, vous êtes à côté des jeunes. Hein. Vous voyez, au début, on le fait à la main, on est à côté, on voit les choses grandir. Et puis, il y a des choses qui sont dans une temporalité qui, parfois, peut échapper à l'équipe. Est-ce que la personne qu'on a accompagnée à cette période-là s'est bien maintenue dans l'emploi à horizon plus 2 ans? Il y a des choses qu'on ne pourra pas mesurer tout de suite. Et il y a des choses que l'équipe ne pourra pas mesurer elle-même. Donc là, l'enjeu, après, ça va être de s'appuyer sur un réseau de partenaires ou d'être en capacité de conserver ce lien-là en fonction des sujets pour justement pouvoir faire cette évaluation à la fois qualitative et quantitative de ce qui est produit. Et donc, au sein de BetaGouv, c'est une de nos réflexions principales, et en l'occurrence, c'est un des sujets sur lesquels les coachs mettent une énergie significative, c'est justement d'accompagner les équipes dans cette réflexion-là, dans ce qu'on appelle le pilotage par l'impact. Donc, d'éviter de prendre des engagements de moyens en disant, en fait, nous, notre enjeu à horizon 6 mois, c'est d'avoir sorti la nouvelle version de notre application mobile. En fait, ça, on s'en fout. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, tu as réussi à accompagner 10 jeunes. Comment est-ce que dans un mois, tu arrives à en accompagner 100? Et une fois que tu en auras accompagné 100, comment tu fais pour en accompagner 1000? Et si tu as besoin d'une nouvelle application entre-temps pour y arriver, parce que techniquement, ça ne marche pas sans ça, ça fait partie des moyens qui sont importants de mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Mais l'objectif reste un objectif d'impact et pas un objectif de moyens. Ok, merci beaucoup. C'est Damien, c'est très clair. C'est intéressant, donc du coup, ce lancement et vraiment la manière dont vous les accompagnez, vous les suivez. Je vais revenir sur des questions qu'on a eues dans le chat. Alors, Pauline, je mets un tout petit peu de ton côté ta question parce qu'on va la traiter un peu après de manière un peu plus globale, mais aussi spécifique. T'inquiète pas. Pierrick nous demande, donc vous disiez que le fait de ne rien vendre change beaucoup à votre manière de travailler. Donc, Amandine, c'est ce que tu disais. Donc, il se demande quelle différence voyez-vous par rapport aux missions privées, et on a Nicolas qui rejoint Pierrick sur la question, est-ce que l'agilité d'une startup est modifiée sur un projet public?
et quel est le rôle d'un UX designer dans ces potentielles modifications. Mm. Donc, je te Je laisse répondre. réponds à Pierrick. D'abord, alors ça n'engage que moi, hein. Moi, j'y vois des différences dans ma pratique. Puisque de fait, dans une startup privée, on va être contraint par un modèle économique, par le fait qu'il faut qu'on trouve des clients, par le fait qu'il y a un moment où en fait, la recherche elle s'arrête parce qu'on n'a plus d'argent à investir dessus. Donc voilà, il y a un cadre qui nous contraint et qui est logique, hein. Bien sûr qu'on ne va pas faire de la recherche pendant 3 mois si on a quelque chose à vendre et des salaires à payer. Donc, à mon sens, à Betagouv, et parce qu'on ne vend rien, on peut aller plus loin. Toujours dans le cadre du temps qu'on a et de nos enjeux de frugalité, mais on peut être beaucoup plus perfectionniste sur des éléments de recherche utilisateur, notamment. Sur la méthode en soi, je ne crois pas que ça change. Le fait d'être dans le public, ça ne change pas l'agilité d'une startup. D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est justement garder l'agilité des startups privées au sein du public. Donc, sur la deuxième question, je ne crois pas que ça change dans ce cadre-là à notre approche. Après, on a évidemment des contraintes différentes ou des règles différentes qui s'appliquent parce qu'on travaille dans le public, notamment des règles d'accessibilité, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans le privé, ou qu'on retrouve moins. Ouais, qui vont bientôt se retrouver dans le privé, je l'espère en tout cas, parce que c'est... Je crois que ça va plutôt dans ce sens-là. C'est très intéressant. En plus, ça amène des énormes discussions avec Quentin. On a travaillé pendant longtemps chez Pôle emploi et c'est très stimulant de réfléchir à ces points, mais extrêmement précis. Et donc là, tu commences à mettre le doigt sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup là, sur cet horizon UX, où on est sur le fait d'accompagner et convaincre ces personnes-là. Et on va retomber un petit peu sur la question que Pauline nous demandait sur la recherche utilisateur. Parce que donc, nous, en tant que UX designer, on arrive avec notre vision de ce qu'est le design, nos méthodologies, qui sont en plus assez diverses et variées, qui viennent de plusieurs horizons, et on arrive avec toute cette connaissance, cette manière de gérer des projets. On travaille tous main dans la main avec des chefs de projet, des product owners, des product managers. On sait comment s'épauler, s'entraider. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est déjà de trouver la meilleure manière de faire? Tu as parlé de frugalité, je pense que ça va énormément jouer dans la réponse que vous allez nous apporter, mais voilà, comment faites-vous face à ça? Et puis, est-ce que vous essayez aussi, vous êtes 600, c'est énorme. Ça fait beaucoup de paroisses qui prêchent beaucoup de choses. Comment on en arrive derrière à aller vite et bien et être le plus efficace possible? Comment on fait? Donc effectivement, il y a autant d'approches de design que de designers. Donc ça, on retrouve cette diversité chez nous et c'est tant mieux. Par où je peux commencer? On a une forte présence de la communauté et on a un fort esprit d'entraide. Voilà peut-être un élément dont je peux parler. Je veux bien après qu'on reprécise parce qu'il y avait plein de sous-questions dans ta question. Donc, je vais commencer par un bout et puis on pourra finir ensuite. Ouais, pas de problème. Mais donc je vous disais qu'il y a quand même peu de designers par rapport à d'autres corps de métier ou d'autres compétences à Betagouv, ce qui fait que généralement, si on est dans une équipe, on est seul dans une équipe. Donc une chose qui est importante pour aller vite et bien travailler et suivre à peu près les mêmes approches, c'est de se parler, c'est de travailler ensemble. Et donc, dans cette équipe transverse dont je vous parlais, un de nos enjeux, c'est d'animer aussi la communauté sur ces sujets-là. Donc, on fait un événement de retour d'expérience ou d'atelier ou de formation design par semaine. On essaie de faire ça et d'impliquer tous les gens. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est que l'information, elle circule entre les équipes, que les gens qui travaillent sur des projets qui ont des cibles un peu similaires puissent se parler, puissent mutualiser de la recherche utilisateur, puissent mutualiser des contacts utilisateurs pour faire du recrutement. Donc ça, c'est une chose importante. Et aussi, évidemment,
d'avoir une approche qui permette de faire de la critique de façon bienveillante. C'est-à-dire que nous, on invite tout le monde, tous les designers, à dire si tu as un doute, tu viens nous voir, on regarde ensemble pendant un quart d'heure, et puis voilà, quoi. Peut-être qu'on t'a fait avancer, peut-être qu'on t'a juste permis de verbaliser quelque chose et que ça t'a fait avancer, puisque les gens sont seuls dans les équipes. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Ouais, donc c'est une partie de rôle un peu de permanence, de pouvoir être là, donc toi en tant que designer transverse, et aussi de partager le savoir. Est-ce que tu as un côté aussi un peu d'historisation, enfin, on va pas dire de bibliothécaire, mais quelque chose qui peut se rapprocher de ça pour que les méthodes soient atteignables? On peut trouver très rapidement. Alors oui, enfin, on a un gros espace de documentation. On écrit beaucoup à Betagouv. On documente beaucoup nos process. Donc, on a un espace qui... alors, je dirais pas tellement qu'elle répertorie des méthodes, parce qu'encore une fois, chacun est libre d'utiliser les méthodes qui sont pertinentes pour son produit et pour lesquelles il a une appétence particulière. On a tous un peu nos habitudes et nos pratiques préférées. Par contre, on documente peut-être des méthodes utilisées dans le contexte concret d'une startup d'État, en faisant des présentations de retour d'expérience. D'ailleurs, vous pouvez accéder à cette documentation qui est ouverte, comme tout ce qu'on fait. Et alors, on ne tient pas formellement d'archives, mais effectivement, tout ce qu'on fait dans le cadre de Betagouv, c'est de la donnée ouverte. Enfin, les livrables ne sont pas notre propriété. Donc, on permet, en tout cas ça, de donner un peu tous ces livrables. C'est pas très formalisé encore, ça c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut encore évoluer et qui nous intéressent, de faire un peu plus de research ops, effectivement, pour que ce soit un peu plus fluide. Aujourd'hui, essentiellement, c'est des espaces où on sait sur quelle cible et sur quel sujet les gens ont travaillé, quel designer a travaillé sur ce sujet-là, pour qu'on puisse le contacter ensuite, et puis du partage de livrables. Ouais, en termes d'archivage, c'est à peu près ça. Et par ailleurs, il y a de la documentation, de la formation sous forme de présentation ou de vidéos ou de rencontres où on permet aux méthodes de se passer. Je vais prendre un exemple peut-être un peu plus concret et spécifique à l'administration. A priori, en tout cas, au sein des designers transverses, on conseille à peu près jamais de mettre des outils de métrique absolument partout pour traquer tout ce que font nos utilisateurs. Donc, on va faire une formation sur comment utiliser Matomo, qui est une alternative à Analytics qu'on utilise beaucoup, qui est beaucoup plus protecteur de la vie privée. Et on va expliquer comment on l'a mis en place ou comment on l'a combiné avec un formulaire pour faire du retour d'échelle UX. Enfin, voilà, des exemples concrets qu'on peut produire. Ok, c'est très clair. Un élément, juste pour compléter rapidement, il y a un élément qui peut aider à la compréhension aussi du fonctionnement de la communauté dans son ensemble et de la capacité à garder une efficacité à 600 proche de celle qu'on pourrait imaginer en étant beaucoup plus petit. C'est de comprendre qu'en fait, on est une communauté de personnes équivalentes. Et c'est le cas aussi des équipes. C'est-à-dire qu'au sein d'une même équipe, toutes les personnes qui composent cette équipe sont considérées comme autonomes et équivalentes et partagent la responsabilité de faire un produit ou un service qui a de l'impact. Et la décision est partagée, alors avec des modes de décision qui peuvent différer d'une équipe à l'autre, mais globalement, la communauté dans son ensemble fonctionne dans une logique qui est proche de ce que vous pouvez voir ou apercevoir autour des modèles holacratiques, des modèles sociocratiques, où en fait, globalement, l'autorité est distribuée au sein de la communauté, dans une logique d'autonomisation des équipes, mais globalement aussi, n'importe quelle personne au sein de la communauté peut s'emparer d'un sujet, le faire vivre, grandir, tester, proposer des choses et faire évoluer le mode de gouvernance globalement du fonctionnement des incubateurs et des équipes.
Donc, il y a cette logique-là aussi qui fait que il y a pas de manager, il n'y a pas de strate hiérarchique au sein de la communauté. Les équipes sont protégées autant que possible dans leur autonomie pour pouvoir livrer par elles-mêmes et construire, prendre leurs décisions et livrer leur impact. Et globalement, l'ensemble de la communauté fonctionne un petit peu comme ça. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de sujets qui vont venir émerger et qui renforcent aussi le besoin que tu évoquais, Amandine, de documentation. À partir du moment où vous n'avez pas un manager vers qui vous tournez pour demander de l'aide ou pour poser une question, naturellement, vous allez vous retourner vers la communauté. Donc, on fonctionne beaucoup sur Mattermost, qui est un équivalent hébergé de Slack, dans lequel il y a des canaux par thématique, par équipe, où vous pouvez solliciter des avis, des conseils, un peu de manière ouverte et publique. Et puis après, autour de ça, s'organise un certain nombre de clubs qui sont des équivalents en fait, de guildes de personnes qui travaillent sur des thématiques communes, qui puissent être le design, le développement informatique, le business développement, le déploiement, le coaching. Et donc après, chaque personne au sein de la communauté est invitée à se rapprocher de ses pairs aussi pour faire du co-développement et améliorer les pratiques communes pour pouvoir les redistribuer au sein de la communauté. Ouais. Merci pour ces explications. C'est intéressant de voir comment vous fonctionnez. Et j'avais partagé donc le lien de la documentation qu'on retrouve sur beta.gouv et je pense qu'il y a énormément de matière sur lequel je vous invite à aller regarder. On peut peut-être rentrer un tout petit peu plus dans la spécificité des méthodes de l'UX design, Amandine, si ça te dit, pour répondre à la question de Pauline qui te demandait en termes de recherche utilisateur. Alors, qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce que toi tu as pu faire? Tu nous as dit que tu avais énormément de liberté et ça c'est, je pense que là tu as rendu jaloux énormément de UX designers autour de cette table. Et dis-nous en plus parce qu'on a envie de savoir. Ouais. Je peux juste revenir sur ce terme. Beaucoup de liberté, c'est aussi des problèmes. Hein. Il ne faut pas se mentir. L'autonomie et le fait d'être en hiérarchie horizontale, ça pose d'autres problèmes qui sont très intéressants. Et voilà, mais tout n'est pas rose. Oui, il faut converger à un moment. Ça me paraît important de le dire. Mais effectivement, on a une très grande liberté sur les méthodes. Alors, ce qui est certain, ça me permet aussi de dire que le design, c'est pas les compétences du design ne sont pas le monopole du designer au sein de beta.gouv. Le coach aussi fait du design, l'entrepreneur fait du design. Voilà, c'est quelque chose qui est partagé, puisque ce qu'on veut, c'est que ce soit partagé et que tout le monde, tous les gens qui ont envie de s'approprier ces méthodes-là, on puisse les aider à le faire et à être assez compétents pour le faire. La première étape d'investigation, on envoie l'entrepreneur au contact du terrain. Alors, on fait idéalement avec lui, parce qu'effectivement, nous, on aura plus de compétences pour faire un guide d'entretien qui ne contient pas de biais. Voilà, on va l'accompagner sur des points de méthode, mais ce qui est important, c'est que il ou elle fasse cet effort-là et que vraiment, il se confronte à ce que les gens disent, qu'ils l'écoutent. Qui prennent du recul et qui l'écoutent, qui soient dans une posture d'écoute. Voilà, c'est généralement tout le temps par ça qu'on commence. On fait des entretiens sur de la recherche utilisateur. Après, on fait toutes sortes de méthodes que vous connaissez déjà, hein, mais des méthodes assez classiques. On va faire des ateliers de co-conception, on va faire de la recherche documentaire quand on est sur des sujets assez denses et qu'il y a des études qui ont été produites au sein de l'administration. Par exemple, je pense à des sujets sur l'insertion professionnelle, où il y a beaucoup de documentation sur ces sujets-là. Beaucoup d'entretiens. Et puis, dans le fil du projet, on va évidemment faire du quanti, du quali, du test, modéré, non modéré, du sondage, plein de choses, selon ce qu'on cherche à valider. Ok, donc des choses extrêmement variées. Et ça en revient à quelque chose qui nous intéresse là, pendant cette semaine, c'est vu qu'on cherche à accompagner des clients, des porteurs de projets, des personnes qui font vraiment partie de chacun des projets, on a quand même un degré de croyance sur lequel on va rentrer un peu en confrontation. Et donc là, alors,
je ne sais pas si tu veux répondre spécifiquement vis-à-vis de la recherche utilisateur ou d'autres choses, mais est-ce que toi, il y a certaines croyances sur lesquelles tu rentres tout le temps, tu les vois, elles sont tout le temps présentes, tout le temps là, et donc le rôle d'un UX designer est à redéfinir, est à réexpliquer, et donc tu dois avoir un degré de pédagogie vis-à-vis de soit la méthode ou ta place. Euh, mais est-ce qu'il y a des croyances comme ça qui résonnent de manière fréquente, et à quel moment, comment tu fais potentiellement? Ouais, alors des croyances sur le métier de designer, effectivement, ouais, il y en a beaucoup. Euh, alors nous, on le voit plutôt comme une opportunité, en tout cas au sein de l'équipe transverse. On sait que systématiquement, les gens nous sollicitent pour des problèmes du vie. Par exemple, ils vont nous dire, notre page d'accueil, elle est moche. Et on va dire, d'accord, on va t'aider. Et puis, en fait, on va voir que le problème, c'est pas du tout le fait que la page d'accueil, elle soit moche. Et ça nous permet de rentrer dans le projet. Mais effectivement, il y a toujours cette méconnaissance, mais qui est... Enfin, voilà, que c'est à nous de résoudre. Hein, mais il y a une méconnaissance de ce que c'est qu'un designer. Aussi parce que les profils de designers, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement divers. Il y a des gens qui ont 1000 trajets différents pour arriver à du design d'expérience. Donc voilà, il y en a, on s'en sert plutôt pour venir expliquer notre métier et montrer que en fait, on peut avoir plus de valeur que simplement faire de l'UI. Peut-être qu'on pourra en parler, mais l'UI, c'est pas quelque chose qui est très important pour nous. Ou dans de rares exceptions, mais c'est vraiment pas là qu'on a le plus de valeur, en tout cas en tant que designer et pédagogue. Donc ça nous permet de faire ça. Et puis, sur le travail du design, oui, l'autre problème, cette méconnaissance, c'est que c'est difficile de recruter un designer quand on a peu de connaissances de ce que c'est. Donc on aide aussi les équipes à comprendre ce que c'est qu'un profil de designer et on utilise, entre autres outils qui existent, mais on utilise beaucoup le modèle Ante, qui est que vous connaissez du coup, mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver de la littérature sur ça, mais ça permet un peu de faire un portrait de quel designer on est. Est-ce qu'on est plutôt que sur la recherche? Est-ce qu'on est un peu sur tout? Enfin, voilà, c'est un système de colonnes où on a Est-ce que plus ou tu moins peux, d'expertise dans telle ou telle compétence du design. Amandine, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus rapidement ce qu'est le modèle Ante, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Ouais, je vais peut-être trouver une ressource. C'est un tableau qui liste les compétences du design et dans lequel on remplit des cases en étant plus ou moins expert de telles compétences. Donc, on est plus ou moins expert du développement front ou de l'ergonomie ou de la psychocognitive ou de la stratégie UX. Voilà. Et ça permet de faire un portrait de designer et voilà, c'est un outil qui peut rendre explicite pour l'équipe si le designer qu'elle prend, ça correspond bien aux besoins de son produit. Ce qui n'est pas toujours facile à évaluer quand on recrute quelqu'un. Voilà. Je l'ai sous la main, un article de Raphaël. Ouais, c'était Raphaël Restari qui l'avait Qui fait partie des présenté designers transverses avec lesquels je travaille. D'accord. Et qui a créé cette formation qu'on a repris derrière lui, d'ailleurs. Et, euh, et oui, je vous invite aussi à aller voir Pauline Thomas qui a essayé de présenter ça de manière un peu différente, mais qui est à peu près sur Ouais. les mêmes bases. Elle a Et fait il y a d'autres modèles en radar chart avec plus de compétences produits qui ont été produites depuis. Ouais, aussi, ouais. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant et même pour faire un micro parallèle, nous, c'est quelque chose, un modèle qu'on utilise aussi dans nos équipes pour savoir quelles sont les forces qu'on a en présence, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'on est UX designer, c'est assez vague. Donc, ça nous permet vraiment de focaliser ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment d'autres questions, on a pas mal de sujets encore à aborder, mais euh, on a toujours plein de choses annexes à vous faire prendre conscience et on va peut-être pas dire tout, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Moi, je voudrais juste rebondir, tu nous parlais là en tant que UX designer, on a un peu la perception des fois d'être vu soit
sur le penchant UI design, et donc du coup, c'est pas forcément ce que toi tu souhaites apporter. Euh, comment comment dans vos équipes vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que les 60 designers sont un peu de tout bord, UX, UI, et donc est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien ou... Ouais. Donc, comme on disait, je pense que la taille moyenne des équipes, c'est 5 personnes. Et du coup, si on est 5, un designer, il va forcément être un peu polyvalent. Donc voilà, donc on a plutôt des profils UX, UI, même si voilà, c'est toujours un peu à géométrie variable, ça dépend des compétences, encore une fois, des forces en présence dans l'équipe. Donc si on a un dev qui a des appétences front, bah, peut-être que le designer ne le fera pas. Enfin, voilà, il y a des jonctions qui se font euh, plus ou moins. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est que l'UI design, c'est pas quelque chose qu'on va pousser très 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 loin. Donc on n'a pas des profils d'UI designer très expérimentés. On a plutôt des profils généralistes UX UI, beaucoup d'UX, et puis ponctuellement sur des gros projets, on peut avoir des appuis d'UX researchers qui vont là, vraiment faire un temps un peu plus dense sur la recherche utilisateur quand on a des cibles beaucoup plus larges pour lesquelles on a besoin de faire ça. Et alors, question peut-être un peu pour vous deux, comment ça se passe si vous avez besoin d'un profil extrêmement spécialisé, par exemple une personne qui a une appétence en design et qui, je sais pas, est spécialisée neurosciences, parce que là vous allez partir dans des tests utilisateurs peut-être un peu plus complexes que ce que vous avez l'habitude de faire au vu de la thématique de la startup. Est-ce que, alors toi Amandine, en tant que designer transverse, c'est quelque chose dont on fait appel à toi, ou alors est-ce que ça remonte jusqu'à potentiellement Damien qui lui a besoin d'aller chercher des forces externes qui ne sont pas présentes. Enfin, le monde de la recherche est présent dans l'État, donc je pense que et c'est pas très très loin non plus. Il y a une porte à pousser, mais concrètement, ça se passe comment ces demandes très très spécifiques? Euh, ça peut être, enfin, non, alors pour des cas peut-être très spécifiques, on va probablement avoir tendance à voir si on n'a pas déjà quelqu'un dans notre réseau de connaissances. C'est une question intéressante hein, dont on peut parler, mais on a, je pense, tous malheureusement un peu le réflexe d'aller dans notre réseau parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que si les gens ils ont déjà travaillé à Betagouv, ben, on a eu toute une acculturation qui n'est pas à faire. Euh, donc peut-être que c'est un réflexe qu'on a parfois, qu'on n'a pas toujours. Enfin, dans l'idéal, on essaie quand même de mettre une fiche de mission sur Betagouv pour avoir des profils divers. Donc voilà, je dis en même temps que c'est un réflexe, en même temps qu'il faut lutter contre pour faire venir des nouvelles personnes. Sur des profils très spécifiques, ouais, je pense qu'on va plutôt se tourner vers des gens en qui on potentiellement, enfin, dont on connaît les compétences et en qui on a confiance. Quand c'est des missions très courtes et qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit de se tromper. Voilà. Après, ça dépend d'autres configurations. Ouais, j'entends bien, ouais. Ok, intéressant. Euh, une spécificité un peu d'Horizon UX, c'est qu'on essaye d'ouvrir un petit peu les yeux de nos étudiants sur ce qu'est l'éthique, le design inclusif et le design de l'instant, la conception des émotions. C'est des valeurs qui, pour nous, avec tous les intervenants et puis aussi spécifiquement avec moi et Quentin, font énormément sens dans notre métier. On se définit beaucoup par ça. On a la chance de pouvoir essayer d'acculturer nos clients le plus rapidement possible à ces valeurs-là et s'écarter de ceux qui ne le souhaitent pas. Comment au sein bah, c'est peut-être la spécificité de Beta.go parce que c'est des sujets, alors je pense que le design inclusif, l'accessibilité, on peut mettre peut-être ça un peu enfin, de côté plus ou moins puisque c'est une obligation sur les services que vous proposez. Est-ce qu'on peut réfléchir et aller plus loin sur des choses qui peuvent parler de privacy, on est un peu aussi là-dedans, d'éco-conception, est-ce que c'est des thématiques sur lesquelles soit vous les avez de base, soit vous les faites un peu émerger, et là il y a une sorte de changement à opérer. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment? Alors, tu parlais de design inclusif et donc d'accessibilité.
Alors, c'est obligatoire, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas en parler sans cesse pour le redire. C'est pas un acquis, c'est loin d'être un acquis. C'est beaucoup d'efforts de faire un site qui est totalement accessible. C'est de l'effort à chaque fois qu'on rajoute une ligne de code pour vérifier que c'est bien toujours accessible. Donc, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, la sensibilisation à l'accessibilité. Et là, il y a une acculturation qui est faite au niveau des équipes de beta.gouv. Ouais. Donc c'est là où j'imaginais que la simplicité était plus forte parce que c'est souvent l'opérationnel qui vient à rebrousse-pied par rapport à ces choses-là. Alors que là, vous êtes un peu tous dans cette envie. Enfin, du moins, normalement, l'acculturation ferait que toutes les personnes qui vont travailler, que ce soit dev, qu'elles soient PO, PM, UX, gardent ça en tête et ne l'oublient pas en tout cas. On l'a en tête, mais souvent ça vient à l'encontre de notre désir d'aller très très vite. Mhm. Donc ouais, enfin, tout le monde connaît ces obligations-là. Après, de là à ce que tous nos sites soient 100% accessibles, c'est pas encore le cas. Par Mhm. contre, on est tous en train d'aller vers ça. C'est le premier stade de ça, c'est de dire quels efforts on fait pour rendre notre site accessible. Ça, c'est la première étape, c'est de déclarer les efforts qu'on fait en termes d'accessibilité jusqu'à ce que le site soit accessible. Mais c'est vrai que comme on est au départ dans des cycles très rapides de développement et que tout change en permanence, c'est difficile de se dire, bah voilà, là on s'arrête et on rend le site accessible et puis après on rajoute tout bien propre par-dessus. C'est pas une évidence tout le temps. Mais en tout cas, effectivement, on a ça en tête. Et sur le design inclusif, il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, c'est là vraiment de notre responsabilité de faire en sorte que tout un chacun se reconnaisse dans les sites et que les sites parlent à tout le monde. On a évidemment des enjeux de connectivité du territoire qui sont différentes, d'enjeux de représentativité, de langage simple, compréhensible et clair. Enfin, ça, c'est des éléments qui sont importants. Et je me permets juste de dire que pour faire du design inclusif, bah, il faut aussi avoir cet enjeu-là au sein de son organisation. Et c'est un sujet qui est important pour nous aussi en tant que communauté, je pense, Ouais. voilà, que tout le monde puisse entrer à BetaGouv s'il le souhaite et s'il a les compétences et s'il y a un poste, et que tout le monde s'y sente bien, peu importe de quelle école il ou elle est fait, quelle origine, quel parcours. Ouais. Le design éthique. Donc c'est un sujet aussi. On a des membres, des designers éthiques un peu infiltrés d'ailleurs à BetaGouv, donc ça nous aide. Après, c'est vrai qu'on a moins d'enjeux peut-être que, encore une fois, un site qui pourrait faire de la vente. On va difficilement mettre du dark pattern dans une démarche administrative. Il faudrait avoir envie de le faire. Donc, je pense qu'on a moins d'enjeux sur ça. Par contre, on a des enjeux dans les outils qu'on utilise, puisque tous les sondages, tous les formulaires de feedback qu'on aurait envie de mettre en place, bah, voilà, nous, on est très vigilants à ce que ce soit hébergé en France, que ce soit anonymisé. Enfin, on a là des enjeux un peu plus particuliers. Et la même chose, j'en parlais tout à l'heure sur les données personnelles et sur les tracking qu'on peut mettre sur les sites. On en met très, très, très peu. Et on incite plutôt, alors encore une fois, c'est pas interdit, et quand on est sur un service national comme Pôle emploi, bah, évidemment qu'on a envie d'avoir du Hotjar dessus. Mais si on peut s'en passer, on s'en passe, parce qu'en fait, on peut parfois être beaucoup plus efficace en faisant du test modéré en présentiel, parce qu'en plus, ça permet vraiment de réaliser quelque chose, parce qu'on invite le développeur et l'intra, et qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là avec l'utilisateur, plutôt que d'être noyé sous une tonne de données dont on ne saura pas forcément quoi faire. Et ce n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Peut-être qu'on est vigilant en termes d'éthique sur les outils de tracking qu'on utilise pour faire de la recherche utilisateur ou du test. Ah, c'est un bon parti pris. C'est vrai que c'est intéressant. En termes de conduite du changement, ça a beaucoup plus d'impact de faire ce genre de méthode. En tout cas, le réflexe premier, c'est pas de se dire on met un truc et puis on récupère tout ce qu'on veut et puis on verra plus tard si on s'en sert. Ouais. En termes d'éthique, c'est vrai que
c'est une chose importante. Et quelle est la thématique du moment là? S'il fallait revenir un peu sur les 2-3 mois, de, de quoi Beta.gouv parle en termes de valeur au sein des designers? Au sein des designers, je ne sais pas, on a une date, on a un grand rendez-vous qui s'appelle le séminaire campagne, où on va enfin pouvoir tous se retrouver dans quelques dizaines de jours. Et enfin, pour avoir déjà eu des débuts de conversation, je pense qu'on parlera d'éco-conception, puisqu'on est tous, enfin, tous, je ne sais pas, mais en tout cas, à titre individuel, moi, c'est des sujets qui me préoccupent dans ma vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on peut interroger aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a quelques équipes qui travaillent déjà sur ce sujet en lien avec l'ADEME au sein de Betagouv, mais je pense que ça va être un enjeu pour nous important Hmm. pour les mois à venir. Ok, c'est vrai que c'est extrêmement important. Il y a une conférence d'ailleurs qui aura lieu dans pas longtemps qui s'appelle Reboot, dont l'école est en partenariat, où on va parler d'éco-conception aussi. Et je vous invite à aller mettre un œil parce que c'est important. Clairement. Il nous reste 15 minutes avant de se laisser. Vraiment, je vous invite, est-ce que vous avez des interrogations à poser à Amandine ou à Damien, que ce soit sur le métier de UX designer et potentiellement leur manière de travailler, d'accompagner ces équipes et de réussir à convaincre aussi. On n'a peut-être pas trop parlé de la manière de convaincre parce que on en a parlé un petit peu, Amandine, enfin Damien, tu commençais par me dire que vous aviez des reviews tous les 6 mois, que c'était un moment important et dans lequel le projet pouvait avancer de manière un peu autonome avant. Euh, Comment ça peut se passer, donc le fait de convaincre parallèlement à sa date clé sur des choses à prendre en compte. Peut-être, Damien, tu pourrais nous dire un petit peu par rapport aux méthodes que tu emploies, comment tu arrives à convaincre ces parties prenantes de projet de faire les bons choix, des choix éclairés, toi qui en as vu plusieurs et maintenant tu sais un peu comment ils fonctionnent, tu connais un peu les erreurs qu'ils vont faire et comment tu arrives à les convaincre par rapport à ça d'emprunter un chemin qui leur est le plus légitime. Je ne suis pas certain d'avoir la réponse complète, mais il y a potentiellement plusieurs questions derrière. La première, c'est comment convaincre les sponsors, comment convaincre l'administration finalement d'investir sur la construction d'un service plutôt qu'un autre et avec quelle ambition et quels moyens associés. Là, l'enjeu ça n'engage que moi, mais l'enjeu est potentiellement moins de convaincre que de donner envie. Et c'est un peu le cœur de notre démarche qui est finalement de commencer petit et montrer qu'on est en capacité finalement dans une logique d'investissement qui reste frugale, d'avoir des résultats d'impact qui sont intéressants et d'être en capacité après de capitaliser sur ces premiers résultats pour donner envie d'aller plus loin et montrer qu'en fait on peut projeter dans une logique un peu de business plan de l'impact, alors qui est pas sonnant et trébuchant comme on peut le voir plus traditionnellement, mais voilà, d'être en capacité de faire ce parallèle-là et de dire aujourd'hui, voilà où on en est, voilà l'impact qu'on a réussi à avoir, voilà les moyens qu'on a investis pour ça. Demain, voilà nos perspectives, potentiellement ce qu'on imagine, les hypothèses qu'on imagine pouvoir mettre en œuvre sur les 6 prochains mois, et concrètement, voilà de quoi on a besoin pour y arriver. Et donc, on est dans une logique de comité d'investissement, on va dire, assez traditionnelle, et puis vraiment, on reprend les codes des pitchs de start-up devant des investisseurs, mais presque l'enjeu, là c'est d'arriver à donner envie, plus que de convaincre. Et ça passe par aussi des personnes qui, à la base, font confiance et viennent protéger, acceptent cette question de cette zone franche dans laquelle on fait un pas de côté pour préserver l'autonomie de l'équipe et font pleinement confiance aux équipes pour exécuter sur finalement les
périmètre de départ qui a été imaginé en regardant ce qui se passe à horizon semestriel. Et puis, en fonction des résultats, prendre raisonnablement les décisions d'arrêter ou de continuer. Donc ça, c'est le premier point au niveau sponsoring. Après, peut-être qu'un autre élément de réponse se situe un peu au niveau des équipes. On a la plupart des agents qui rejoignent les équipes, même si un certain nombre d'entre eux sont indignés et ont pu observer d'autres modes de fonctionnement, potentiellement ont baigné dans des sujets autour du design avec le design de service public. Pour certains d'entre eux, ont été familiarisés avec des méthodes proches du design thinking. Néanmoins, une grande majorité des agents publics qui rejoignent l'aventure BetaGouv ont une culture et des modèles mentaux qui sont propres à une administration qui fait tourner des services de manière continue, de manière mutable et de manière égalitaire pour l'ensemble des citoyens et dans une logique très globale. Et si on prend le plan national qui est robuste pour être capable d'adresser l'ensemble de la population française. Donc, qui sont par structure réfractaires au changement. Parce qu'il y a cette volonté et cette nécessité de protéger un environnement qui rend service aux usagers. Et donc finalement, la capacité d'acceptation de cet environnement est plus faible que ce dont nous, on a besoin et qu'on va aller chercher en allant tester, en prenant un peu des risques, en mettant un bandeau bêta, en disant ici tout n'est pas parfait, hein, on va commencer par faire les choses et puis au fur et à mesure on va s'améliorer. Et donc voilà, on crée cet environnement-là, mais sans délégitimer la culture de l'administration. Les deux sont importantes, sauf que les deux ne peuvent pas émerger ou vivre pleinement au même endroit. Donc là, l'enjeu, c'est si on prend les agents qui rejoignent les dispositifs, mais ce discours-là, on le tient aussi auprès des administrations, donc c'est d'arriver à permettre aux personnes qui rejoignent les équipes d'exprimer finalement leurs convictions, leurs modèles mentaux, et d'être capable à un moment donné de les coucher sur le papier, et dire, voilà, telle situation ou tel comportement, ou dans tel cas, on ferait comme ça, et de se rendre compte que déjà, le point de vue peut être pluriel, hein, qu'on n'a pas forcément tous la même manière d'approcher telle situation, même si on vient d'une même administration. Et donc, ça questionne déjà sur l'universalité d'une démarche par rapport à une autre, donc ce qui nous laisse un peu de place derrière pour introduire d'autres éléments de méthode. Et puis, par extension aussi, de pouvoir mettre certaines hypothèses, de pouvoir déconstruire certaines idées en disant attention, ou attendez, ça, regardez, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'hypothèse plus que pleinement fondé. Et donc, ça vaut le coup d'aller questionner ces éléments-là, ou en tout cas de s'en assurer, est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les éléments, est-ce qu'on est convaincu de ne pas être biaisé sur telle ou telle question. Et donc, de pouvoir re-questionner, en fait, ces modèles mentaux qui ont été exprimés pour pouvoir introduire des nouveaux éléments de méthode. Et après, concrètement, l'enjeu, c'est rapidement de sortir de cette dimension, on va dire, un peu en chambre, et puis d'aller sur le terrain. Indépendamment de nos convictions ou de nos éléments de méthode, les retours des usagers, que ce soit sur la partie problème ou sur la partie solution ou les hypothèses, sont toujours très très parlants et aident au travers des réussites et encore plus spécialement au travers des apprentissages un peu plus durs sur la déconstruction de certaines convictions ou des échecs de mise en œuvre, aident clairement à repartir sur des nouveaux postulats. Ok, du coup, justement, Damien, et puis peut-être Amandine aussi, ça nous intéressera d'avoir ton regard là-dessus. Au niveau justement de ces conseils plus opérationnels que vous pourriez formuler, ou vous formulez peut-être au quotidien, ou que vous appliquez en tout cas, et que pourraient réutiliser ou utiliser nos étudiants aussi, et puis toutes les personnes qui assistent à cette conférence, ou assisteront plus tard sous la forme de vidéo, quels seraient les conseils un peu à emporter, quoi, qui seraient vraiment des lieux communs efficaces que vous avez rencontrés, vous, dans vos pratiques réciproques et dans le milieu des administrations publiques? Je vais commencer, si tu veux bien, Damien. Pour convaincre, donc des tips à emporter pour convaincre. Il y a une chose qui est assez importante dont on parlait avec Damien en prévision de cet échange-là, c'est le langage qu'on utilise. Le langage jargonneux des méthodes, très très vite on l'oublie parce que c'est pas ça l'important, c'est pas ce qu'on a envie de faire passer aux gens. On explique avec des termes simples qu'est-ce qu'on propose de faire, pourquoi on veut faire une cartographie de tel élément et à quoi ça va nous servir.
ouais, je pense qu'un élément très important, c'est ça, c'est d'oublier tout le jargon méthodo que personne ne comprend et qui noie les gens. C'est juste très, très simple au quotidien. Et peut-être, pardon, une deuxième, c'est de toujours faire avec les gens. Tout ce qu'on fait, nous, quand on explique une méthode, on ne le fait pas pour eux, on le fait avec eux, parce que c'est là que ça a du sens. Donc, c'est un plus pour le projet. Non. Merci, Amandine. Vas-y, Damien, vas-y. Certains éléments, on a je reprends ce que tu dis, Amandine, mais pour le redire, on l'évoquait tout à l'heure, démystifier, emmener la complexité au fur et à mesure de la nécessité d'adresser des éléments complexes. On parlait tout à l'heure d'évaluation d'impact, de mesure d'impact, et je disais, en fait, le point de départ, c'est de savoir à quel problème on veut répondre. Et déjà, en se posant cette question-là, on parle de mesure d'impact, sauf qu'on ne va pas parler de mesure d'impact aux équipes à ce moment-là, pas directement. On va se concentrer sur un élément simple qui est de comprendre le problème. Et donc, par extension, au fur et à mesure que le produit va se construire, les éléments vont se complexifier, alors, à la fois en termes de structuration, de construction du service, mais aussi en termes de mode de fonctionnement de l'équipe. Et donc, on ne va pas non plus leur dire vous allez fonctionner en Scrum. Si pour certains d'entre vous, vous êtes familiers avec les méthodes de développement en Agile, on va leur dire comment est-ce qu'on peut là se donner des objectifs à 2 semaines et puis juste se dire sur quoi concrètement on va essayer de travailler pendant ces 2 premières semaines. Et puis d'organiser finalement un petit peu la vie de l'équipe autour de rituels qui sont les rituels que vous allez retrouver classiquement dans la méthodologie Scrum, mais sans forcément emmener tout ce jargonnage et tous ces éléments de méthode. Et on va orchestrer des design sprints dans certaines équipes en les adaptant un petit peu dans la méthodologie, mais on ne va pas forcément introduire l'ensemble du concept méthodologique pour pouvoir l'emmener. Donc là, je rejoins pleinement ce que tu dis, Amandine, d'autant plus qu'on a, il faut partir du point de départ. On a des équipes qui sont 1, 2, 3 personnes, et qui aussi, avec une capacité opérationnelle qui reste limitée, une nécessité fondamentale de choisir les actions sur lesquelles on va mettre notre énergie, et puis une versatilité qui est assez forte. Ça veut dire qu'à un moment donné, en particulier sur les phases de démarrage, que ce soit la phase d'investigation ou les débuts de construction, on ne va pas forcément tout le temps avoir des choses à développer. On ne va pas forcément tout le temps avoir des choses à designer. On ne va pas forcément tout le temps avoir un backlog produit à prioriser ou des interviews utilisateurs à faire. Néanmoins, on arrive potentiellement en équipe à identifier ce qui nous semble être les éléments qui nous permettront de faire un pas de plus vers notre impact d'ici à 2 semaines et puis de s'organiser pour travailler dans ce sens-là. Donc là, au sein des équipes, ça arrive, et c'est assez régulier de se retrouver dans les premières phases de construction où on a, et c'est d'ailleurs plutôt considéré comme une bonne chose, des développeurs qui vont participer à des interviews utilisateurs, qui ne vont pas forcément pleinement être sur des tâches techniques. Et donc, on va favoriser cette versatilité au sein des profils au niveau des petites équipes, et de s'assurer que tout le monde a bien en tête l'ensemble des enjeux de ce qu'on doit faire, et donc d'éviter de mettre les profils, les personnes dans des cases en disant toi, ton job, c'est de faire du développement ou du design ou des interviews utilisateurs ou de prioriser un backlog, etc. Et au fur et à mesure que l'équipe se structure, évidemment, on tend vers des équipes qui restent dans un fonctionnement horizontal, mais potentiellement avec un peu plus d'énergie dédiée en fonction des domaines de compétences, en évitant de recréer autant que possible des silos. Donc ça, c'est un point plutôt en termes organisationnels, mais qui est une préoccupation qui est quand même assez forte au fur et à mesure que les équipes sont amenées à grandir. Et une des choses qui est un de nos postulats et aujourd'hui une des valeurs affichées dans notre manifeste, c'est le devoir d'amélioration continue. Et donc constamment se questionner sur à la fois nos produits, nos services, mais aussi nos pratiques et nos modes de fonctionnement en tant qu'équipe, en tant que communauté. Donc on est assez souvent dans une logique de rétrospective, et beaucoup d'équipes aussi dédient du temps pour se questionner, alors que ce soit dans une logique de sprint en Scrum ou pas, mais se questionner sur leurs pratiques, sur leur mode de fonctionnement et sur la capacité à les faire évoluer. Et donc, on orchestre beaucoup de rétrospectives.
Très intéressant, merci beaucoup. C'est vrai que ces aspects-là de transparence, d'inclusion des différentes parties prenantes est extrêmement important. Et je pense que ça peut résonner vraiment à tout niveau, hein, même si vous, dans votre alternance, n'avez pas forcément l'impression d'avoir un impact possible sur l'ensemble des gens qui travaillent dans le projet. Bah si, au final, vous allez faire des tests utilisateurs, convier des personnes qui ont intérêt à regarder ça, vous allez commencer à lancer des réflexions dans les ateliers de partage de vision, convier des personnes qui interviendront plus tard, ça c'est extrêmement important et en tout cas, vous le voyez, ça résonne dans des pratiques qui, je pense, vous avez pas mal creusé ces sujets-là. Donc oui, merci beaucoup en tout cas pour tout votre regard. C'était vraiment très intéressant de vous rencontrer aujourd'hui et d'avoir cette vue interne à beta.gouv, qu'on entend et dont on voit quelques actions. Peut-être avant de se quitter, comment on pourrait suivre au mieux, nous, en tant que UX designer, ce qui se passe chez vous? Alors, peut-être Amandine, qu'est-ce que tu conseillerais pour nos étudiants qui vont peut-être pas forcément pour rentrer dans une aventure de Peda.gouv dans les dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines années? Mhm. Euh, donc, il y a la documentation dont je parlais, qui permet de voir à mesure sur quel sujet on a investi, quel produit on crée. Il y a la liste des réalisations qui montre vraiment le portfolio complet de ce qui sort de BetaGouv par phase, donc les phases qui sont encore en phase de découverte, d'investigation, de construction, d'accélération ou de transfert, pour voir ce qu'on fait. Et puis, alors effectivement, on a de fait, on va vite et on va plutôt vers des profils qui sont plutôt seniors, a priori. Parfois, ça nous arrive d'avoir l'occasion d'intégrer des juniors et on est ravis de le faire quand on peut. Donc, il y a la page de recrutement qui est une page à suivre aussi. Ouais, pas de souci, je vais partager ces différentes ressources-là sur donc le Discord de notre Panic Design qu'on a avec les étudiants et puis la communauté. Et vraiment, bah, Amandine, Damien, je vous inviterai, si vous voulez, le rejoindre pour partager différentes ressources, même différentes réflexions qui sont toujours menées sur l'éthique, le design en tant que tel. Euh, si vous avez un dernier mot, Damien, peut-être. Juste un élément là où vous pouvez aussi prendre de nos nouvelles, ou en tout cas suivre notre actualité. On alimente assez régulièrement notre page LinkedIn et le compte Twitter de beta.gouv.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ce qui s'y passe et à nous suivre sur ces réseaux. Je réponds très rapidement. Je ne sais pas si on a énormément, je pense qu'on a très, très, très peu d'offres de stage. Donc, c'est essentiellement des missions, la façon dont on travaille. Et les offres, les candidatures spontanées ne sont pas très bien gérées pour l'instant. Le plus simple, c'est de postuler quand on a une annonce, effectivement. Ok. Pas de Et souci. si d'aventure, certaines personnes qui étaient là ont des questions ou des points sur lesquels on pourrait revenir, on est disponible sur LinkedIn ou ailleurs. Merci, c'est très gentil de vous rendre disponible. En tout cas, déjà, pendant cette heure et demie, ça nous a permis de plonger dans votre quotidien et d'avoir une vue à un autre niveau qu'on a très rarement. Vous êtes quand même une entreprise la plus spécifique de France, je pense, de par votre ADN. Merci à tous d'avoir suivi cette heure et demie de conférence. Et puis nous, on se retrouve. Alors Damien, Amandine, je vous invite si vous souhaitez venir les 2 prochains jours de conférence où on aura un point de vue avec Robin sur l'ESN et Nathalie qui nous offrira un point de vue sur aussi des travails dans des institutions publiques mais aussi privées. Voilà, toujours sur la thématique d'accompagner et convaincre pour nous, UX designers. Donc, avec plaisir, si vous voulez nous rejoindre demain 13h, jeudi 13h, et vendredi avec un retour d'expérience des étudiants sur pas mal d'ateliers qu'on a pu créer. Donc ça, voilà, en direct ou en replay, on pourra retrouver tout ça. Merci Amandine, merci Damien, merci Quentin, Merci à Benjamin, vous. tout le monde, Marie-France. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonne fin de journée, à bientôt. Ciao.